3 mois et demi après l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray et l'assassinat du père Hamel, l'instruction bien sûr se poursuit. Une enquête dont certains extraits paraissent ces derniers jours au compte-gouttes dans la presse. Des extraits de procès-verbaux, des détails notifiés de l'enquête. Alors pour faire le point sur ce dossier, nous recevons ce soir le Conseil des époux Koppone. Ce couple présent lors de la messe en présence du père Hamel le 26 juillet au matin. Bonsoir Méanamou. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de revenir avec vous sur l'instruction, intéressons-nous, si vous le voulez bien, à ces révélations qui ont fuité à propos de l'enquête. Récapitulons en compagnie de Jean-Marc Pittet, Marie-Céline Varin, et on se retrouve après pour en parler. C'est l'acte de deux jeunes hommes qui n'ont connu que l'échec. Échec scolaire, échec social, échec également lorsqu'ils tentent l'un comme l'autre de se rendre en Syrie. Deux jeunes hommes sans moyens. Abdelmalik Petitjean envisage d'acheter un fusil sur Internet dans le but d'attaquer un concert en plein air, mais il n'a pas les 280 € nécessaires. La transaction échoue. Pour rejoindre Adel Kermiche 2 jours seulement avant l'attaque à Saint-Étienne-du-Rouvray, il se déplace grâce au covoiturage depuis Aix-les-Bains, 50 € tout compris. Deux jeunes hommes sans réseau. Sur l'application Telegram où ils se sont rencontrés, ils reçoivent les encouragements à agir vite depuis Mossoul en Irak de Rachid Kassim, le combattant de l'État islamique, mais aucune aide, aucun soutien logistique. Pas de détermination dans la cible choisie non plus. Après s'être heurté à une porte close la veille de l'attaque, ils envisagent de changer d'objectif si l'église est encore fermée le lendemain. C'est avec une grenade à plâtre, la reproduction d'un vieux pistolet à poudre, une ceinture d'explosifs factices et des couteaux en céramique volés dans la cuisine des parents de Kermiche qu'ils attaquent l'église. L'enquête semble désigner Petitjean comme l'auteur des 9 coups de couteau portés au père Jacques Hamel. Le même homme vient ensuite frapper le paroissien à qui les deux hommes avaient demandé de filmer l'assassinat avec un téléphone portable. Il s'écroule à son tour, mais il survit. Il est avec son épouse, également présente, le principal témoin. Méanamou, vous représentez ces époux Koppone qu'on vient de voir justement dans le sujet de Jean-Marc. Jean-Marc qui vient de le dire, selon les éléments révélés dans la presse, c'est Petitjean qui aurait porté les coups de couteau mortels au père Hamel. Monsieur Koppone, lui, a toujours indiqué que ça avait été à Adel Kermiche. Qui a porté les coups alors, maître Mou? Écoutez, ce qui paraît dans la presse, déjà, ça me semble complètement contraire à l'instruction, dans la mesure où les juges sont paralysés par des fuites qui ne permettent pas d'avancer correctement. Mais comment ça se fait qu'on a des extraits de procès-verbaux, de l'instruction, d'une enquête antiterroriste qui paraissent comme ça dans la presse? Il y a des fuites, vous avez une violation du secret de l'enquête caractérisée. Qui a produit, qui a eu connaissance et qui a fait fuiter ces informations? Moi, je pense que les juges d'instruction sont en colère. Je connais les juges antiterroristes. Ils ont besoin de travailler dans la discrétion pour une raison très simple. Il y a des complices dans l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Certains complices ont été mis en examen. Les juges d'instruction recherchent commanditaires et complices. Ils sont 3 Il y en aura d'autres. hein. Il y en aura d'autres. Certains sont incarcérés aujourd'hui. Si des journalistes se permettent d'évoquer un certain nombre de procès-verbaux d'enquête en cours. C'est-à-dire qu'ils ont accès à ces procès-verbaux. Normalement, il ne devrait pas y avoir accès. Là, il y a un certain nombre de personnes qui doivent certainement être arrêtées et qui ne vont pas l'être. On a vu ça dans d'autres affaires. Mais comment on explique alors cette contradiction entre le témoignage de M. Koppone, qui lui était là, puis alors pour le coup, il a filmé même, on lui avait demandé, les deux, Adel Kermiche comme Petitjean, on lui avait demandé de filmer ce qui se passait dans l'église. Et ces dires ne sont pas du tout en accord avec les extraits de PV. Comment c'est possible, ça? Non, je crois qu'il faut attendre, il faut être réservé, il faut être modéré, dans la mesure où une enquête pénale, chez les juges antiterroristes de Paris, ne se règle pas en 3 mois. Vous voyez, dans l'affaire Mera, nous avons eu une enquête qui a duré 4 ans et demi et qui vient de se terminer, dont le procès aura lieu à la rentrée de septembre et octobre. Vous voyez ? Donc il faut laisser les juges d'instruction travailler et éviter de sortir des éléments contradictoires et qui ne correspondent pas à la réalité des faits pour la plupart. Maître Bou, vous défendez donc les époux Koppone, vous défendez la famille Ibn Ziaten, victime de Mohamed Merah, vous en parliez il y a un instant, vous défendez des victimes de Charlie, du Bataclan, des attentats de Nice. Ce qui marque là dans cette affaire de Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est ce djihadisme presque
à bas coût, à bas prix. Ils se sont débrouillés sans soutien financier de l'État islamique. Ça vous surprend, ça, vous ? Non, ça ne me surprend pas dans la mesure où, vous savez, c'est les co-auteurs de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray ont posté une vidéo qui a été à la disposition de la police une semaine avant les faits, en indiquant qu'ils voulaient frapper soit une église et couper 2-3 têtes, soit une discothèque, soit un bar ou une terrasse. Ces éléments-là étaient en possession des enquêteurs, une semaine avant. Et on se pose la question, mais comme dans tous les attentats, comment se fait-il que des personnes, dont l'un des auteurs était fiché S, soient passées sous les radars des renseignements ? Puisque dans l'affaire Merah, c'est exactement la même chose. Mohamed Merah était fiché S. Et il ne s'est rien passé. Les services américains avaient informé les services français qu'il était parti à Kandahar. Et lorsqu'il est revenu d'Afghanistan, il a dit à la DCRI que finalement il était parti en Afghanistan pour faire du tourisme. Il était sous écoute téléphonique. Et il est passé à l'acte. Il ne l'acte. s'est rien passé, ouais. Dans l'affaire Charlie, dans l'affaire du Bataclan, nous avons des éléments d'information qui font que les djihadistes souvent indiquent qu'ils vont passer à l'action. Et on le sait, puisqu'ils décrivent il faut plus de moyens, on l'a compris. Merci beaucoup, Maître Mou, ce soir, d'avoir répondu à nos questions.